abonnés de Mouride TV, c'est l'heure de vous informer. Pour cette édition, nous parlerons de l'émergence des femmes dans les instances politiques qui suscitent débat et appréciation au sein de la classe politique à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Nous parlerons aussi avec Dieudonné Wekokpamé des attentes de la société civile à l'endroit de la nouvelle équipe municipale de Porto Novo. Et en fin d'édition, il sera question du rôle des guides de tourisme dans la valorisation du patrimoine culturel béninois. À nouveau, bienvenue. Nous ouvrons cette édition avec l'engagement des femmes en politique. La présence des femmes dans les sphères politiques ne cesse de progresser. Une évolution qui marque un tournant dans la gouvernance et la représentativité. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, la question de leur place dans les instances de décision revient au cœur des débats. Suivez dans cet élément l'avis de l'acteur politique Michel Baoun sur le sujet. Belle, courageuse, déterminée et battante, les femmes ne reculent devant rien en ce 21e siècle. Si hier encore elles étaient qualifiées de sexe faible en raison de leur dépendance vis-à-vis de l'homme, aujourd'hui la tendance s'est largement inversée. Qu'est-ce qui explique une telle détermination? Moi je pense que d'abord c'est un défi de s'affirmer et par rapport à ces responsabilités aujourd'hui qu'on leur confie, par rapport à cette responsabilité que la société même leur confie du point de vue politique, administratif, vous savez, par rapport à la réforme politique en cours, l'occasion est donnée aux femmes désormais de militer et également de se faire élire et faire élire au niveau des instances d'un parti politique, d'être aussi candidate. Donc c'est comme ça que depuis un certain temps, vous allez constater qu'au niveau, bien sûr, de nos localités, il y a des femmes qui sont députées, qui sont maires, des femmes qui sont nommées préfets, des femmes ministres. Donc, c'est vous dire que désormais, les femmes ont leur mot à dire dans la société, et contrairement à presque leur inexistence dans un passé récent. Et cette évolution-là est positive pour notre pays, puisque pour que le pays soit développé, nous avons besoin du concours des uns et des autres. Nous avons besoin du concours des femmes et également du concours des hommes pour aboutir au développement. Donc, les femmes dans les chaînes de décision, dans les chaînes de prise de décision, je crois que c'est bon pour notre société. On les retrouve désormais au premier plan dans de nombreux domaines professionnels et plus particulièrement au sein des grandes instances politiques où leur présence se fait de plus en plus remarquable. Comment la gente masculine perçoit-elle cette émergence? Est-ce que la femme politique est perçue différemment de l'homme politique? Non, moi je dis non. Et si vraiment cette femme a été formée, je peux dire politiquement, administrativement, et il ne devait pas avoir la différence. Je sais qu'il revient à la femme, comme je le disais, de s'affirmer et de se dire qu'elle est l'égale même de l'homme. Donc vous devez savoir que dans la Constitution,
la femme est l'égale de l'homme. Donc, par conséquent, on peut placer l'homme et elle dans des choses à des niveaux de décision donnés, où elle peut faire et aussi mieux faire que l'homme. Et reviendra aux femmes au Bénin de s'entendre, de se solidariser et de savoir que unies, elles dépassent déjà des hommes. Et il faudrait qu'on ait des femmes leaders qui puissent aller à la conquête d'autres femmes, qui puissent les former, les sensibiliser par rapport à cet enjeu-là, peut-être de conquête du pouvoir, exécutif, du pouvoir législatif et également, je peux dire, du pouvoir judiciaire. Donc, si dans les autres pays, on trouve des femmes qui sont à la magistrature suprême, et c'est sûr que si les femmes ici se solidarisent, s'entendent bien et peuvent un jour changer la donne. Droit, justice et action pour les femmes et les filles. Tel est le terme retenu cette année pour la célébration de la Journée internationale des droits des femmes. Un thème inspirant qui épouse d'ailleurs les aspirations profondes d'une nouvelle génération de femmes fortes, engagées et résolument tournées vers l'avenir. Nouvelle équipe municipale, nouvelles attentes. À Porto Novo, la société civile appelle à une gouvernance plus responsable, transparente et orientée vers des résultats concrets. Dieudonné Wekopame, directeur exécutif de l'ONG ACEP, a exprimé les attentes de la société civile à l'endroit de la nouvelle équipe communale. Je tiens à féliciter le nouveau maire qui connaît déjà la maison. En temps, il travaillait ardemment avec nous, avec les acteurs de la société civile. Maintenant, il est l'élu principal de la ville de Porto Novo. Je ne peux que lui souhaiter bonne chance et le féliciter davantage. Vous savez, le maire, M. Toukourou, est un acteur engagé depuis des années. Dans le cadre des activités, par exemple, des activités de développement économique local. Et il a eu à travailler avec les jeunes entrepreneurs, associations de développement, les femmes leaders de la ville de Porto Novo, les cadres, les religieux et même les acteurs de la protection de l'enfance. C'est un maire qui connaît déjà la maison et qui maîtrise les rouages des actions de développement de la ville de Porto Novo. Les attentes, vous savez, même si l'ex-maire a œuvré, il reste toujours des choses à faire. Donc, c'est sur l'ancienne code qu'on tisse la nouvelle code. Donc, il est très important que le nouveau locataire puisse s'engager pour l'assainissement du cadre de vie des quartiers des 5 arrondissements de la ville capitale. Il est aussi important qu'il tienne compte également de tout ce qui est lié au transport. Le transport, vous savez que la ville de Porto Novo a bénéficié tout récemment d'une nouvelle gare routière. Les usagers ont commencé par crier déjà, puisque plus ils ont d'espace, plus ils cherchent l'assainissement de l'espace. Donc, le gare routier de Porto Novo doit être assaini. Le volet social, l'Est, Centre de promotion sociale de la ville de Porto Novo, ont aussi des attentes, ont besoin des accompagnements de l'autorité communale. La jeunesse tient bon dans la ville de Porto Novo. Et là, nous avons le centre CEMAC qui nécessite des accompagnements techniques, les équipements, également la formation et pourquoi pas la mobilisation des ressources
le centre Semaka a besoin des partenaires et ça ne peut que passer par l'autorité communale. Donc, j'implore également l'indulgence du maire pour penser au développement de ce centre-là. Il faudrait que le maire commence par négocier des partenariats auprès des investisseurs, auprès même des opérateurs économiques. Il y en a sur le plan local comme sur le plan international. Et là, sur le plan international, la mairie de Porto-Novo a beaucoup d'opportunités. Il est important que l'agriculture locale, surtout la consommation de nos produits, soit vraiment au cœur des champs d'action du maire. Vous savez, on en a beaucoup fait, mais il faut quand même redoubler d'efforts, que le maire attire le comité local des initiatives de développement économique pour que tout ce qui est lié aux initiatives de développement local et qui a trait à l'essor de l'économie communale soit pris en compte désormais dans l'élaboration du plan stratégique du maire. Il faudrait que le maire puisse aussi s'approprier des modalités ou bien des stratégies de mobilisation des volontaires. Parce que, vous savez, lorsque les volontaires foulent le sol communal, ça renforce l'économie locale. Puisque beaucoup de volontaires français, canadiens, américains puissent venir dans la ville de Porto-Novo pour quand même visiter les centres culturels, puisque le gouvernement a construit beaucoup de centres culturels. Donc, il faut maintenant mobiliser les investisseurs, mobiliser les volontaires pour que l'économie locale, surtout à travers le vote du budget, soit au cœur de la mobilisation de ces ressources-là. Vous savez, la jeunesse, la formation, l'entrepreneuriat de la jeunesse, l'accompagnement de nos jeunes diplômés sans emploi. Le maire puisse installer, pourquoi pas, un petit comité du conseil d'emploi en collaboration avec la NPE. La NPE fait beaucoup. Il est important aussi de penser à cela parce que la jeunesse de Porto-Novo en a besoin. Il y a plein de jeunes qui sont à la recherche d'emploi. Il y a plein de jeunes qui cherchent également des opportunités d'entrepreneuriat. L'accompagnement de l'artisanat, l'accompagnement de la jeunesse, l'accompagnement des artistes également et tous ceux qui œuvrent pour l'art, l'artisanat. Je connais bien l'engagement, la fermeté de ce maire-là. On travaille ensemble. Je suis sûr qu'il va relever le défi. Et les citoyens aussi ont l'obligation de payer les impôts pour pouvoir soutenir les actions du maire. Il faut que nous, les OSC aussi, nous l'accompagnons à travers des sensibilisations de proximité, des sensibilisations au niveau des médias pour la mobilisation des ressources à l'interne. Nous savons qu'autour du maire, il y a une équipe dynamique. Et l'équipe dynamique est composée de 2 agents du maire qui sont des hommes et 3e agent au maire qui est une femme. C'est une équipe qui va vraiment intéresser les partenaires. Et là où il y a la femme, vous savez que ça marche. La dame, c'est une brave dame. C'est quelqu'un qui est dynamique. Et je crois qu'avec elle, les choses vont bouger. Ils sont souvent discrets, mais constituent un maillon essentiel dans la promotion du tourisme. Au Bénin, les guides de tourisme accompagnent les visiteurs à la découverte des richesses culturelles et historiques. Entre transmission du savoir, valorisation des sites et interaction avec les touristes, ils sont de véritables ambassadeurs du patrimoine. Les détails sur leur rôle et leur quotidien sont à suivre dans ce reportage. Au Bénin, les sites culturels et historiques attirent chaque année de nombreux visiteurs. Derrière chaque découverte se trouvent des guides de tourisme, véritables passeurs de culture qui font découvrir aux touristes l'histoire et les traditions du pays. Un guide, c'est en quelque sorte le volant d'un véhicule. Et c'est par où le volant vous fait passer que vous allez passer. Et pour le guide, et qui connaît d'abord le lieu, doit savoir comment présenter son lieu à un visiteur pour satisfaire le visiteur. Il est d'abord humble
de position accueillant envers ses clients. Le guide de tourisme représente en fait le pays. C'est un ambassadeur pour son pays. Il est appelé à expliquer l'histoire, à traduire les origines, les traditions et les cultures. Il accompagne certes les visiteurs, mais il assure leur sécurité. Comme dans tout métier, il faut avant tout de la passion. Mais au-delà de cet intérêt, les connaissances et la préparation restent tout aussi indispensables, d'où l'importance de la formation dans ce domaine. C'est à travers la formation qu'on acquiert des connaissances, qu'on a plus de connaissances par rapport à l'histoire. Parce que quand on est guide, on est censé maîtriser l'histoire, les traditions, les cultures, les valeurs. Sans une formation, le guide ne peut pas accomplir pleinement son métier sur le terrain. Est-ce qu'un chauffeur peut conduire un véhicule sans avoir une formation préalable de l'auto-école avant de commencer par conduire? Je crois qu'il va transporter les passagers peut-être dans une forêt, dans une brousse, bien dans une rivière, bien dans un lac. Donc, il doit connaître d'abord ce qu'il veut faire. Il doit avoir une formation. Dans l'exercice de leurs fonctions, ces professionnels contribuent également à corriger certaines idées ou perceptions que les visiteurs peuvent avoir du pays. L'image la plus mystifiée par les étrangers, c'est l'image qui concerne le vaudou. Quand ils viennent, pour eux, c'est que le vaudou, c'est un truc mystique. Et eux, quand ils viennent avec cette idée-là, ils ont parfois peur d'aller vers des temples vaudous, vers des places vaudou. Mais déjà, quand on prend le temps de leur expliquer ce qu'est vraiment le vaudou, ce qu'il y a tout autour du vaudou, c'est-à-dire la spiritualité qu'il y a tout autour, la place que le vaudou occupe chez nous ici au Bénin, ils comprennent. C'est-à-dire, leur mentalité, ça change radicalement. Ils comprennent que bon, c'est pas ce qu'eux ils pensaient. Ça a plus de rapport côté patrimoine culturel avec nous. Tradition spirituelle. Pour vous donner un témoignage, il y a un couple qui était venu avec les enfants et déjà à leur arrivée, nous avions commencé par accueillir les enfants et déjà ils disent vraiment, ils ont passé dans certains pays qu'ils n'ont pas eu et ces accueils envers les enfants. Donc il y a cette différence-là. Et à la fin, ils témoignent toujours. Même beaucoup de nos clients nationaux ici, ils viennent et disent quand on était à l'entrée, on ne savait pas, il y a tant de choses intéressantes à l'intérieur de ce musée. D'abord, à l'intérieur, ça tend déjà sur une superficie de 2,5 hectares à parcourir. Lors des visites, ils veillent aussi au respect des règles établies sur les différents sites touristiques et sensibilisent les visiteurs au respect des cultures locales. Prenons l'exemple d'une forêt sacrée. Quand on entre dans une forêt sacrée, la première règle d'or, c'est de ne pas jeter quelque chose par terre. C'est de ne pas cueillir des plantes au hasard. Respecter quand même l'enceinte de cette forêt sacrée-là. Parce que peut-être auparavant, il y a des gens qui y ont vécu. Donc déjà, c'est pas facile de dire à un visiteur ne fais pas ci, ne fais pas ça. C'est comme si on leur dictait une loi. Mais déjà, avant de commencer la visite, on leur explique cela. Et eux aussi, ils prennent connaissance de ça. Si on dit ne coupe pas une plante et tu coupes, le revers, ça revient sur toi. Ce n'est pas sur le guide. Donc, on tient quand même à cela pour qu'il n'y ait pas de séquelles après. C'est aussi comme ça dans les couvents. Quand vous entrez dans les couvents, on vous dit ne prenez pas la photo de telle chose. Eux, ils ne peuvent pas dire le contraire, ils ne peuvent pas prendre. On sait comment aborder. On ne jette pas sur le client pour dire voilà, vous avez commis telle infraction. Non, on essaie de les aborder pour les amener à la raison. Parfois, on leur demande leur portable de nous montrer s'ils ont fait ces photos ou bien ces vidéos. Et si on le constate, on essaie de leur demander d'effacer. Puisqu'il y a beaucoup de visiteurs indélicats, ils n'attendent même pas l'accueil avant de vouloir rentrer déjà à l'intérieur. Donc on essaie de les calmer, que ce n'est pas ça, c'est pas ci, c'est comme ça. Il y a des règles avant d'entrer chez un étranger. Avec les initiatives et projets en cours dans le secteur du tourisme au Bénin, ces acteurs se montrent confiants quant à l'avenir. Si on regarde le Bénin de 2015, 2016 et le Bénin de 2025, 2026, non mais le changement est énorme. L'écart est vraiment énorme.
Parce que moi aussi, quand je voulais m'inscrire dans cette filière-là, j'avais peur. Je me demandais est-ce que le Bénin allait changer un jour. Mais aujourd'hui, avec les sites aménagés, tout ce qu'on a aujourd'hui comme attrait touristique au Bénin, non mais c'est un métier noble. Mais est-ce qu'on a besoin de parler de l'avenir? Déjà, vous allez constater sur le terrain, surtout avec l'avènement de Vodun Days. Moi, je reçois ici des visiteurs chaque année qui préfèrent nos endroits reculés, les rivières sacrées, les rivières noires, les divinités. Moi, j'ai la certitude qu'à la longue, ça va encore prendre plus que tel qu'on est en train de constater aujourd'hui. Après leur formation, certains jeunes choisissent même de créer leur propre structure afin de proposer des services de guidage touristique. Les jeunes aujourd'hui sont plus désintéressés par leur propre histoire. Déjà, ils voient le Bénin comme, bon, nous y vivons déjà, il n'y a rien d'autre à découvrir. On connaît notre pays, c'est le Bénin, c'est tout. On se dit que le tourisme, c'est réservé à une minorité. C'est réservé pour les gens les plus aisés. Ce n'est pas pour tout le monde. Alors que ce n'est pas le cas. Le tourisme, ça doit commencer chez nous. Ce n'est pas aux Occidentaux, aux Américains, aux Asiatiques de venir nous dire « Ah, ici, c'est pas nouveau, c'est la ville à trois, non ?» Alors que même ici, au Bénin, il y a des gens qui ne connaissent même pas qu'à Djara qu'on appelle la cité des tambours. Ainsi de suite. Donc c'est ce phénomène-là qui m'a amené à écrire ce projet-là, Jeune Touriste. Par leur engagement et leur passion, les guides de tourisme contribuent ainsi au rayonnement et à la valorisation du patrimoine culturel. C'est sur ce reportage que nous clôturons cette édition. Merci de votre fidélité à Mouride TV et nous vous souhaitons un excellent début de week-end et une bonne fête de Ramadan à la communauté musulmane.